Peut-on commettre un délit en aidant quelqu'un? Doit-on laisser tomber les exclus? En Belgique, l'État est responsable de la solidarité envers les citoyens. Mais la solidarité institutionnelle montre des limites, puisqu'elle exclut. Les citoyens décident donc de pallier à la mission de l'État et posent des actes individuels ou collectifs, mènent des luttes pour le respect de la dignité de tous. Sont-ils freinés dans ces initiatives? On est dans un modèle de développement qui est basé sur la performance, sur le mérite, sur etc., etc., qui font que toute personne qui, à un moment, rencontre un accident ou qu'une personne est dans une position plus fragile de façon plus longue, ces personnes, grosso modo, il est de bon ton de considérer qu'elles n'ont pas la volonté de s'en sortir et donc que l'exclusion ne pose pas de problème. You were too weak, you became weak very fast and were not able on the 17th to go to the appointment at the... As he representative appointed you. But that is the answer that I watching the last effects. This is after 20 days of hunger strike. Les gens me trouvent. C'est pas moi qui vient et dit je suis là et vous faites la grève, est-ce que je peux vous aider? C'est eux qui par d'autres contacts me trouvent, me téléphonent et puis je viens. They told you already when you went to 21 that you should stop hunger strike. Dans ces cas-ci, ça devient politique parce qu'on va en contre des lois, des directives du gouvernement, on aide des sans-papiers qui ne peuvent pas être ici sur le territoire, des choses pareilles. C'est un peu plus qu'humanitaire. We are peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? 1997. Une femme belge a un petit ami sans papier qui vit chez elle. Elle est poursuivie sur base de l'article 77 de la loi sur les étrangers qui réprime la traite des êtres humains. Elle invoque le fait que son acte n'était pas motivé par le profit. Verdict: les motivations amoureuses procurent toujours des avantages aux deux parties. L'amitié ou l'amour ne se trouve pas au-dessus de la loi et ne constitue pas une cause d'excuse en droit. 340 000 francs belges d'amende. Ça fait vraiment froid dans le dos. Heureusement, cette décision avait été réformée en appel à Gand, mais ça montrait bien qu'à certains moments, on rentre dans des dynamiques qui font peur. Il y a une disposition qui dit qu'on ne peut pas aider des personnes à venir en Belgique ou dans l'espace Schengen si ces personnes n'ont pas les documents, qu'on ne peut pas les aider à rester ni les aider à rentrer. Ça avait fait beaucoup de questions à l'époque et finalement donc, il y avait inséré dans la loi une exception, c'est-à-dire sauf pour des raisons humanitaires. Mais alors on se trouve là devant une question qu'on retrouve, je pense, à beaucoup de points de vue. Ça veut dire quoi pour des raisons humanitaires? Donc c'est laissé à l'appréciation du juge qui va devoir décider c'est quoi les raisons humanitaires. Mais avant d'arriver à la décision judiciaire, il y a tout un parcours répressif qui existe. Il y a des policiers qui doivent se poser la question, est-ce qu'on va poursuivre quelqu'un, faire une enquête, interroger quelqu'un parce qu'elle a aidé des illégaux et peut-être que ce sera considéré comme étant pour des raisons humanitaires, mais ce sera plus tard par le juge. Et entre-temps, ces gens font l'objet d'un arsenal répressif très important, qui met une pression évidemment et qui empêche la solidarité. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « moi je ne veux pas avoir de problème avec la justice ». C'est peut-être le but principal de ces manœuvres de criminalisation, c'est d'installer une sorte d'autocensure, de faire en sorte que ces formes que spontanément on n'essaye plus de pratiquer ce genre ces formes de solidarité. On m'a demandé, les policiers m'avaient demandé pourquoi est-ce que tu ne téléphones pas à l'office des étrangers pour dire qu'il y a un sans-papier dans ton bureau. Moi j'ai répondu que j'étais assistante sociale, que les gens étaient venus me voir pour que je les aide à trouver une solution, que j'étais tenu par le secret professionnel et que téléphoner à l'office étranger c'était quelque chose d'inconcevable pour moi, d'autant plus que il y avait un risque que les personnes allaient se retrouver en centre fermé. Et donc, l'actuel policier me dit « Ah, mais ça, c'est la loi en Belgique. » Et donc, c'est ce passage-là qui est ressorti le jour où... qui est ressorti pour justifier qu'on me gardait en prison, pour prolonger la détention, en disant que j'étais quelqu'un de dangereux parce que je ne respecte pas les lois. 2008. Un Camerounais est expulsé de Belgique par avion. Des passagers s'indignent en refusant de voler dans ces conditions. Le Camerounais n'est pas expulsé.
3 des passagers solidaires sont descendus de l'avion par la police fédérale, maintenus en garde à vue pendant 10 heures et interdits de vol pour 6 mois par la compagnie Brussels Airlines. Je crois que ce que beaucoup voudraient, c'est que quand on parle de personnes en situation délicate, de précarité, c'est un peu essayer de mettre ça sur le côté et faire en sorte de passer son chemin sans regarder. Donc à un moment donné, la personne ou les personnes qui rompent avec cette attitude en disant ben non, on ne va pas laisser à ma porte quelqu'un dans de pareilles circonstances, ça dérange. Ça dérange certainement les autorités politiques parce que ça les met face à leurs défaillances, à leurs manquements. Mais ça dérange aussi, vous comme moi, les citoyens lambda, parce que ça nous met face à nos propres contradictions. Il y a un effet miroir, il y a un effet dérangeant. On doit s'interpeller sur notre attitude et sur des politiques qui sont mises en œuvre suite à nos votes et avec nos moyens. Solidarité avec les prisonniers. Solidarité avec les prisonniers. Solidarité avec les prisonniers. Plus tu mets la pression, plus il y a des mobilisations, plus il y a des occupations, des gens qui soutiennent, plus l'État va réagir et va appliquer aussi des techniques répressives, des menaces, des criminalisations à ce mouvement. Mediane. Certains États membres de l'Union européenne criminalisent le travail de défenseurs des droits humains, qui ne sont pas en train de faciliter l'immigration clandestine, mais qui sont en train de s'assurer que les migrants, y compris en situation irrégulière, puissent vivre et survivre de manière digne là où ils sont à un moment donné. Dans l'attente d'une réponse du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, le demandeur d'asile a droit à une aide de l'État, notamment à un logement dans une structure d'accueil. Mais les attentes sont souvent longues et les moyens trop faibles. Ces familles non logées par l'État campaient depuis 9 semaines devant fait d'asile. Sans ressources, dans des conditions sanitaires déplorables, elles se font expulser du parc sans nulle part où loger. Un collectif de citoyens solidaires s'est mis en place pour subvenir aux besoins minimums. Si c'est ça l'état de droit, si c'est ça l'état de droit, si c'est ça l'état de droit, je n'en veux pas. Non, on est tous déçus, on est fatigués, on est déçus. Et en plus, ils nous mettent la pression. Il y a des familles qui sont sous pression parce qu'elles n'ont pas dormi, elles ont peur que la police vienne les chasser, les expulser du pays à n'importe quel moment de la nuit ou même du jour. Comme ils sont super stressés depuis hier soir, ils n'ont rien mangé, on va quand même aller leur chercher à boire et à manger. Le minimum, parce que pour beaucoup d'enfants, ils sont déshydratés, ils n'ont pas mangé. Aujourd'hui, la crise de l'accueil des demandeurs d'asile, c'est une situation où l'État se met vraiment hors la loi, où ce qu'il fait est totalement illégal. Et donc ça pose quand même question. Quand l'État est l'acteur de situations illégales et d'exclusion dans un contexte illégal, moi je dois avouer que j'hallucine, quoi. J'entends qu'elle refuse qu'on monte des tentes. Et donc il y a un vrai problème, parce que ça veut dire qu'ils peuvent pas être sur Bruxelles, ils peuvent pas être sur Scarpé. En les expulsant, monsieur, qu'est-ce que vous aviez? Il a un ordre. C'est ça, on ne peut pas comprendre la situation. Ces enfants-là, surtout les enfants, ça fait 1 mois qu'ils sont dans la rue. Ils n'avaient pas les tentes, vous savez, c'est nous qui leur avons procuré des tentes. Alors non, je suis désolée, vous ne comprenez pas, monsieur. Il faudrait bien que quelqu'un, je dirais, à sa manière, je dirais, et à son niveau, c'est une solution, mais apparemment pas. Vous devez désobéir, vous, à la loi. Lorsque la loi est injuste, vous devez désobéir. Non, mais justement... Mais les lois ne sont pas respectées, les lois ne sont pas respectées. Non, mais les gens ont des droits... Les victimes, les enfants, les lois ne sont pas respectées. Donc si vous vouliez faire respecter toutes les lois, alors faites respecter l'ensemble des lois. La jurisprudence de tous les États membres de l'Union européenne et de l'Union européenne comme une communauté et la jurisprudence des organes internationaux de droits humains est explicite. Le droit international prime sur le droit national. Donc ça, c'est le premier point. La question ensuite est de savoir quelle est la marge de manœuvre politique que les États membres s'octroient pour violer cette primauté du droit international sur le droit national dans certaines situations ou ne pas s'y conformer, et de voir ensuite quels sont les recours disponibles pour annuler les textes qui ne seraient pas conformes au droit international.
ça met le doigt sur un manque de la part de l'État. Parce qu'en plus, bon, si on pense enfin quand même qu'une fonction essentielle de l'État, pour ne pas dire la fonction essentielle, c'est quand même de maintenir la cohésion sociale, hein, de faire que l'ensemble des membres d'une société ait au moins un minimum de droits, de ressources pour mener une vie à peu près correcte, surtout dans des sociétés comme les nôtres qui ne sont pas quand même des sociétés sous-développées. Bon, le fait qu'existe ce type de problème, c'est aussi la marque d'une certaine démission ou d'impuissance de l'État. Et donc ça peut renforcer la suspicion à l'égard des gens faisant ce que l'État devrait faire. Résister n'est pas exister. Résister n'est pas un crime. Résister n'est pas un crime. Le truc, c'est qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas illégal. Maintenant, on est sur la voie publique. C'est pas légal de marcher sur la voie publique. Donc, c'est déjà un truc illégal. La première mission de la police, c'est de pouvoir veiller à ce que la manifestation se passe bien. Or, ces derniers jours, ces dernières semaines, on voit que la police a procédé à des arrestations qui sont totalement arbitraires, a eu un comportement tout à fait disproportionné dans l'usage de la force. Au plus, l'opinion publique est présente, surveille, et au plus, il y a un regard citoyen sur la police, qu'il soit médiatique ou pas. Au plus, les policiers seront vigilants à leur attitude. Et on voit que dès que la presse part, dès que les citoyens ne sont plus là, eh ben les premiers visés sont les gens les plus marginaux, ceux qui contestent, ceux qui sont un peu plus isolés. En 2001, 4 militants altermondialistes organisent, en concertation avec les autorités, une manifestation à l'occasion du sommet européen ECOFIN. Un dossier judiciaire s'ouvre contre eux et ils se voient suspectés d'appartenir à une organisation criminelle. Le juge d'instruction donne son feu vert pour l'utilisation de méthodes particulières d'enquête. Leur GSM et leur courrier électronique sont mis sur écoute. Les 4 militants dénoncent alors une atteinte à leurs droits fondamentaux, l'utilisation abusive d'une loi répressive d'exception et des méthodes d'intimidation. Verdict: après 7 années d'acharnement judiciaire de la part de l'État, les juridictions d'instruction blanchissent les prévenus et la Cour d'appel condamne définitivement l'État belge. 1997. Les forges de Clabecq ferment. Des milliers de personnes vont être mises à la porte de l'usine. Des actions de grève et de protestation sont menées par les travailleurs solidaires. 13 d'entre eux sont poursuivis, notamment sur une loi de 1886 contre les chefs de bande. Verdict: 6 ans de procédure accablante, 64 audiences, 9 non-lieux, 4 suspensions de prononcé. Greenpeace s'est exprimé à maintes reprises contre Electrabel pour son activité ultra-polluante. En 2006, Electrabel attaque Greenpeace comme association de malfaiteurs. La plainte est reçue. En 2007, l'entreprise propose de laisser tomber la plainte contre un euro symbolique et une communication positive sur ses activités industrielles. Greenpeace ne cède pas, fait front et refuse. Résultat, le siège principal de l'association est perquisitionné. Le serveur informatique est saisi et plus de 50 membres sont interrogés au commissariat. Les poursuites seront ensuite abandonnées. Et donc, je pense qu'il y a une série d'exemples qu'on peut citer comme ça, de gens qui auraient fait quelque chose, ou qui font quelque chose qui a été toléré pendant une très longue période, qui soudainement est considéré comme illégal et même criminel. On observe à travers toute l'Europe un déploiement de l'appareil policier et judiciaire pour criminaliser des mouvements qui sont des mouvements de défense des droits, par exemple autour des OGM en France, où les gens qui arrachent des OGM sont traités non pas par la voie politique ou administrative, mais par la voie criminelle. On les accuse d'avoir fait des déprédations, etc. On les traîne devant les tribunaux, on les menace de prison. Pourquoi ? Parce que la pénalisation, c'est un vecteur de dépolitisation. Tout ce qu'on pourrait dire, alors c'est plutôt faire un inventaire qui n'est pas fini du tout, de toutes les manières dont toutes les façons d'être solidaires ont été criminalisées par d'autres modes que la criminalisation. Quand les gens sont attaqués dans une manifestation parce qu'il y a des dégâts et qu'on les poursuit et qu'on les oblige à payer des choses qui vont largement compromettre toute possibilité d'avoir un peu de confort dans leur vie et qui vont les endetter au maximum, ben on est déjà dans cette optique-là. Je veux dire, et ce sont des modes qui ne sont pas repérables comme tels, sauf par ceux à qui ça arrive. Mai 2010, Palais de justice de Bruxelles.
3 jeunes militants pour la cause des sans-papiers s'y font juger pour des faits de rébellion aux forces de l'ordre lors d'un sitting organisé devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Ils attendent ce jugement depuis 2 ans et seront renvoyés à un jugement 6 mois plus tard. On fait ce qu'on médiatise, c'est les violences qui se sont passées lors de manifestations. Ce qu'on doit savoir aussi, ce sont des gens qui se mobilisent pour rassembler de la nourriture, des fonds, de l'aide en justice, des dossiers juridiques, qui animent les enfants, qui les sortent au parc pour pouvoir les distraire, etc. Ça, il faut que ce soit dit aussi, ce sont des gens qui sont très engagés par rapport à ces questions-là. Même si la manifestation, s'il y avait une échauffourée, une bousculade dans la manifestation, il y a déjà eu des dizaines de manifestations où ça s'est passé, et à l'époque, il n'y avait pas la volonté politique de poursuivre dans ces affaires. Donc le parquet fait un choix politique, c'est une instance politique qui reçoit ses ordres de la part du ministre, et le parquet fait le choix d'affaires dans lesquelles il poursuit ou il ne poursuit pas. Pour le moment, la justice belge est surchargée, et donc on choisit généralement quelques affaires qui sont les plus graves ou par rapport auxquelles on développe une politique spécifique, et on choisit de poursuivre dans celle-là, et on classe sans suite d'autres dossiers qui sont parfois des dossiers sérieux, ou en tout cas certainement souvent des dossiers beaucoup plus sérieux que celui-ci. En faisant le choix de ne pas classer ce dossier-ci sans suite, mais de poursuivre, on sent bien une volonté politique qui est ici manifeste. C'est chaque fois des affaires où quand même le parquet essaye de pousser les limites plus loin, parce que jusque maintenant on ne poursuit pas sur ce genre de choses. On estime que c'est normal de ne pas poursuivre, et donc on veut faire bouger ça et quand même ouvrir une porte pour pouvoir criminaliser. Ce qui avait aussi de très choquant, c'est qu'un commissaire de police est intervenu, il disait intervenir en qualité de témoin et de partie civile, alors être les deux c'est déjà un peu étrange, et lui disait que pour les 2 autres qui ne sont pas poursuivis, bon d'accord ils ne sont pas poursuivis, mais moi je ne jurerai pas qu'ils n'étaient pas présents à la manifestation. Or jusqu'à nouvel ordre, il est permis d'être présent à des manifestations si on n'y a commis aucun fait. Et là en fait il criminalise même la présence à une manifestation. We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. Il y a une véritable criminalisation des mouvements activistes aujourd'hui. Déjà rien que le terme activiste est connoté. Et on peut se poser des questions sur l'attitude de la police quand elle arrête massivement comme ça 300 personnes. Ça donne un signal fort aussi au citoyen lambda qui ne connaît pas toute cette situation-là. Il se dit de suite, ah ce sont des gens dangereux. Parce qu'on a tendance à croire la police. La charge a été immédiatement brutale, de manière à isoler des gens qui ont été, alors qu'ils étaient maîtrisés au sol, continuent à être frappés par des policiers en uniforme, par des gens en civil. Bon, je ne sais pas si c'est des policiers, mais des gens en civil, oui, ça c'est des choses qui nous ont été rapportées en tant qu'équipe médicale. On parlait tout à l'heure de la question de ces jeunes du camp No Border qui ont été arrêtés dans des conditions complètement infectes. Eh bien, je peux me saisir de ces situations-là et écrire les courriers les plus désagréables possibles en disant que c'est tout à fait infect la façon dont ça s'est fait, que quand il y a une telle convergence de témoignages, on ne peut pas douter un seul instant que ce soit passé de façon très peu correcte, et alors interpeller les personnes de qui de droit pour tenter d'avoir au moins, si pas réparation parce que c'est trop tard, avoir au moins reconnaissance quand un tort a été créé et dire ok, voilà, on prend connaissance d'une erreur et on l'assume. Parmi les politiques qui ont mené à la répression des défenseurs des droits humains, eh bien on retrouve quoi? On retrouve la politique de lutte contre l'immigration clandestine, qui a été utilisée pas seulement contre des personnes en situation irrégulière, mais contre ceux qui légitimement les défendaient ou voulaient faire prévaloir leurs droits, et la politique de lutte contre le terrorisme, qui là aussi n'a pas été utilisée uniquement contre les présumés terroristes, mais contre leurs défenseurs, et puis ensuite contre des catégories de population qui n'ont plus rien à voir même avec les défenseurs des présumés terroristes, que sont les défenseurs des droits humains en général, parce que lorsqu'ils dénoncent les violations d'un État dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sont assimilés eux-mêmes à des personnes qui violent la loi, etc. Donc défenseurs des droits de l'homme, ou les opposants politiques qui vont être assimilés à des terroristes. C'est plus simple ensuite pour justifier la répression contre leurs organisations, etc. Le 7 novembre 2006, 7 membres présumés du DHKPC, une organisation marxiste turque, sont condamnés par la Cour d'appel de Gand à des peines allant de 4 à 7 ans de prison. Parmi eux, Bahar Kim Yongur, accusé de terrorisme,
est condamné pour 5 ans. Son crime ? L'usage de la liberté d'expression pour faire connaître le sort des prisonniers révolutionnaires en Turquie et leur attirer de la solidarité. 10 ans de procédure, d'appel, de cassation. De la prison aussi, sous régime spécial, et finalement, l'acquittement de Bahar Kim Yongur. Depuis 50 ans, les Nations Unies se battaient pour essayer de savoir, de trouver une définition du terrorisme. Ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. L'Europe, tout à coup, après le 11 septembre, ils se mettent d'accord. Ils se mettent d'accord sur quoi ? Sur une définition hyper large du terrorisme et du groupe terroriste, et avec une intention terroriste particulière, et une invention européenne typique sur cette intention. C'est quoi ? Dans les travaux des Nations Unies, on a toujours dit, oui, l'intention terroriste, c'est vouloir terroriser la population civile. Faire sauter une bombe dans un marché pour terroriser la population civile. L'autre intention qui est venue aussi, c'est de vouloir imposer à un État de faire quelque chose, comme une espèce de menace ou une pression sur un État pour faire quelque chose. Et puis la troisième invention, maintenant, la nouvelle intention terroriste telle qu'elle a été édictée par l'Union européenne, c'est le désir de vouloir modifier les structures fondamentales, économiques, sociales, politiques d'un État. Modifier les structures fondamentales d'un État. Ce qui revient à dire que, par exemple, les communistes, bien, ils ont cette intention terroriste. Ceux qu'on décrète terroristes n'ont pas de droit politique. Ceux qu'on maintenant décrète anarchistes, où on peut trouver n'importe quel mot, de nouveau ne peuvent pas avoir accès au droit constitutionnel, à la zone qu'on décrète démocratique. Donc pour avoir accès à la zone démocratique, il faut respecter une série de conditions. Si on décrète que ta morale n'est pas la bonne, ton idéologie n'est pas la bonne, tu n'y as pas accès. Sur le plan des mouvements de libération, toute la législation antiterroriste se heurte, selon moi, d'une façon vraiment radicale à toute la législation internationale. Parce que la législation internationale, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaît la légitimité de rébellion contre la tyrannie. Donc le préambule de la Déclaration universelle en parle. Il y a beaucoup de résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui font partie du droit international, qui disent que certaines luttes sont légitimes, peuvent être légitimes. Et donc tout ça est maintenant devenu criminel à travers la législation antiterroriste. Donc on voit là vraiment un conflit où deux, je dirais, systèmes de pensée qui sont tous les deux quelque part ancrés dans une législation, entrent en collision frontale. On voudrait que toutes ces formes de solidarité soient absolument nobles, répondent à une certaine forme de dignité de l'être humain et surtout qu'elles soient innocentes. Et ça, cette volonté d'innocence, c'est un véritable poison. Parce que, elle jette la suspicion finalement sur tout ce qui est intéressant pratiquement, et au lieu de s'intéresser aux conditions concrètes qui vont favoriser la solidarité, si c'est ça qu'on cherche, ou la défavoriser, on s'intéresse à de vagues motifs et à connaître l'être humain un peu mieux, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Si on demande que les gens qui se mobilisent soient innocents, croyez-moi bien, c'est que vous allez attendre que la victime elle-même soit innocente et qu'elle ne compromette pas. Mais dès que la victime va manifester un tant soit peu de non-innocence, c'est-à-dire pourrait par exemple tirer profit de l'aide qui lui est donnée, ou l'utiliser de manière détournée par rapport à la façon dont elle a été donnée, d'un seul coup, cette victime n'est plus propre. Et d'un seul coup, la situation devient un objet de jugement, comme si la victime devait absolument être plus parfaite encore que le donateur. Et il y a quelque chose de profondément moral là-dedans. Il y a une position d'autorité morale avec laquelle moi j'ai plus envie de faire, parce que concrètement et pratiquement, je trouve que ça a des conséquences qui sont des conséquences désastreuses sur les possibilités de solidarité et les possibilités de faire de la politique ensemble.